Marco Bancelato, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Deloitte France et Afrique. Alors on vient de le voir, manger demain s'anticipe aujourd'hui. Et si l'innovation est évidemment un des axes, il faut aussi un changement de mindset, d'état d'esprit. Peut-être quelques chiffres qui disent beaucoup, à condition de bien les écouter. Avec 28 millions d'hectares, la France possède la première surface agricole utile en Europe, mais ses maraîchers ne peuvent fournir que 60% des légumes consommés. À cela, on pourrait dire avec un jeu de mots peut-être, il y a une crise de foi, les jeunes agriculteurs ont du mal à s'installer. Alors d'un côté, il y a les besoins de production, et puis il y a les envies de préserver le climat. Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux ? Merci. C'est effectivement la question de fond, mais avant d'essayer d'y répondre, je voudrais juste répondre à une autre question que, à mon avis, beaucoup de gens se posent, c'est qu'est-ce que je viens faire là ? Pourquoi le président de Deloitte s'exprime sur un sujet agricole ? Est-ce que l'agriculture est devenue si financiarisée, si numérisée, qu'elle serait devenue un sujet pour le leader mondial de l'OIT et du Conseil ? Alors je vous rassure, non, encore que, quand même financiarisé et numérisé, non. Mais pourquoi ? Parce que un secret bien gardé, c'est que chez Deloitte, nous n'avons pas que des auditeurs, des avocats ou des consultants technologiques, nous avons aussi beaucoup d'ingénieurs agronomes. Et effectivement, l'agriculture, la transition agricole est une activité importante chez nous depuis longtemps, depuis plus de 15 ans. Et elle est de plus en plus importante. Parce que ce qu'on est en train de vivre dans la société en France et ailleurs, à peu près partout dans le monde, ce n'est pas simplement des mutations, des transitions. C'est une profonde refonte de nos modes économiques et sociaux, de toute l'économie, avec l'impact que ça pose dans la société et bien au-delà de la France. Une fois que j'ai dit ça, il est évident à mes yeux que l'agriculture doit être le moteur de cette transformation. Et il faut sortir de l'opposition que vous évoquez. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle agriculture, futur de l'agriculture, futur de la nourriture, on oppose deux visions. La vision souverainiste, productiviste, il faut produire beaucoup et à bas coût, parce qu'il faut nourrir la population. Et la vision plus durable, transformation durable, donc plus sur des circuits courts, plus sur du bio, plus sur l'agriculture régénératrice. Et on oppose les deux, en disant soit il faut nourrir tout le monde, soit il faut nourrir une petite partie de la population, CSP+, qui s'occupe du bio, mais ce n'est pas un sujet. Or, la question est très mal posée. Parce que la France continuera à être un leader agricole mondial. La France construira sa souveraineté agricole au sein de l'Europe uniquement si elle est capable de faire les deux. Souverainiste, efficace et durable et respectueux de son environnement. Et pourquoi c'est un sujet aussi important ? Vous le savez tous, et on le sait tous, se nourrir n'est pas un acte anodin. Oui, se consulter son smartphone, regarder la télévision, même prendre sa voiture sont des actes anodins. Se nourrir n'est pas un acte anodin. Ça ne l'a jamais été. Toute l'histoire de l'humanité, depuis les néolithiques, Sumer, la Renaissance, j'en parlais, s'est faite autour de transformations agricoles. Encore aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de régions où se nourrir n'est pas évident pour une grande partie de la population. N'allons pas loin. Là d'où je viens, le sud de l'Italie, mon père, donc on parle d'un horizon de 80 ans, à l'époque où mon père était enfant, la capacité à se nourrir défaisait ou faisait les familles. Donc, se nourrir n'a jamais été et ne sera jamais un acte anodin. D'où l'importance dans les sujets de transition. D'où l'importance, on comprend, dans les sujets de souveraineté. Il est évident que si vous êtes décideur public, vous allez vouloir assurer une souveraineté de votre population de manière alimentaire. Si on manque de Doliprane, ce n'est pas si grave que ça. Si on manque de nourriture, de céréales, ça devient un sujet beaucoup plus sensible, beaucoup plus politique. C'est un sujet économique, on le sait, la balance commerciale de la France, pendant longtemps, était très excédentaire en agriculture. Historiquement, c'était 4 milliards d'excédents. On en a besoin, vu le caractère structurellement déficitaire de notre balance commerciale. Un sujet de santé. Alors, je ne vais pas parler de la France, je vais parler des États-Unis, volontairement. Aux États-Unis, en France, la santé, elle est socialisée. C'est-à-dire que c'est l'État qui paye pour tout le monde en mutualisant. Aux États-Unis, elle ne l'est pas. C'est l'entreprise et le particulier. Vous savez quoi, il y a 10 ans, les entreprises américaines ont commencé à imposer, je dis bien imposer, à leurs salariés des régimes alimentaires spécifiques, plus du sport, pour qu'ils soient en meilleure santé, pour faire baisser leurs coûts de santé. Donc on voit bien que c'est rien d'anodin. Et
l'ère de transformation qu'on vit aujourd'hui, où d'un côté le client, celui qui se nourrit, le consommateur, veut consommer plus durablement, veut consommer plus bio, sans payer forcément 2 fois plus cher. Et de l'autre côté, des producteurs qui trop souvent disent « peu m'importe ce que pense le consommateur, c'est moi qui décide parce que c'est moi qui produis », on court à l'échec. Il faut réconcilier les deux. Et l'état des lieux aujourd'hui en France, il n'est pas si positif que ça. Oui, vous l'avez dit, on a la première surface agricole utile en Europe. Ça fait longtemps que c'est le cas et c'est la grande force de la France. On a une image de marque sur l'agriculture qui est unique, ça c'est certain, ne fût-ce que parce qu'on est très diversifié, on fait tout, fruits, légumes, produits laitiers, viande, vin, poissons, fruits de mer. Peu de pays peuvent avoir une diversité d'offres agricoles comme la France. On reste un des principaux exportateurs mondiaux agricoles et c'est une force. Mais il y a aussi beaucoup d'ombre à ce tableau. Premièrement, l'excédent commercial français que j'évoquais, il a été divisé par 2 l'an passé, 4 à 2 milliards. Une chute spectaculaire. Et je crains durable. Donc on voit bien qu'on a des difficultés. La seconde, c'est qu'on a beau exporter encore beaucoup, on est dépendant alimentairement, on n'est pas souverain sur une grande partie de notre économie agricole, l'élevage, on sait très bien via le soja brésilien par exemple, les gaz ou les intrants qui sont clés pour l'agriculture, on est dépendant. Donc, et dans nos exports, l'arbre cache la forêt, c'est qu'une grande partie en valeur de nos exports, c'est le vin et le cognac. Et sans faire injure au génie viticole français, on ne va pas se nourrir avec du vin. Il faut autre chose que le vin. Donc, on n'est pas aussi bien portant qu'on le pense au niveau agricole en France. Et vous l'avez évoqué, une crise de succession. On a de moins en moins d'agriculteurs, il n'y en a que 500 000. C'est quand même pas beaucoup pour nourrir une population de 67 millions de citoyens. Et les jeunes ne veulent plus faire ce métier. Il faut peut-être s'interroger, puisqu'on a depuis 50 ans transformé le métier d'agriculteur en un métier de fonctionnaire. Sans surprise, et les gens ne veulent plus être fonctionnaires, ils ne veulent plus être agriculteurs. Donc il faut peut-être s'interroger sur le modèle qu'on a développé. Et s'interroger sur notre relation à la politique agricole commune, la fameuse PAC européenne, dont on est tous dépendants, mais qui structurellement va favoriser les très grandes exploitations plutôt monoproduits, style l'Allemagne, pour être clair. Elle ne va pas du tout favoriser le modèle français de polyculture moyen. Or, à un moment donné, il faut s'interroger comment influencer sur la PAC pour le rendre plus intéressant pour nous, et surtout pour le bio, où si le consommateur veut consommer du bio, il faut trouver un moyen de l'écouter. Il faut trouver un moyen de l'écouter parce qu'à la fin, dans tout secteur économique, c'est le client qui décide et l'agriculture n'est pas une exception. Et pour réussir, il y a plusieurs transformations. Il faut d'abord accepter la transformation du marché agricole. Oui, les régimes alimentaires se modifient partout dans le monde. Le principal investissement des grands leaders laitiers français et internationaux, il est dans le lait végétal. On parle de milliards, donc ils ont bien les acteurs économiques qui ont bien intégré qu'il y avait une modification profonde dans les régimes alimentaires, et pas qu'en Europe, dans le monde entier. 2, la volonté de circuits plus courts par le consommateur est plutôt une bonne chose, parce que ça permet de relocaliser une partie de la production et de créer des emplois dans les régions françaises en dehors de Paris qui en ont bien besoin. Ça permet aussi de mieux maîtriser les coûts, les marchés mondiaux étant beaucoup plus volatiles. Et ça nous force à trouver un équilibre entre des marchés mondiaux dont on ne va pas sortir, on ne va pas sortir de la politique agricole commune, ce serait idiot, mais plus de circuits courts justement pour répondre aux besoins du consommateur et être plus résilient. Alors on a les avantages, vous l'avez dit, on a 400 000 exploitations agricoles, bien structurées autour de coopératives, donc le mythe de la grande distribution qui écrase le petit agriculteur, c'est un mythe. Le petit agriculteur, il vend via des coopératives qui sont grosses et qui négocient d'égal à égal avec la grande distribution. Heureusement, c'est sain. Et c'est vertueux d'ailleurs. Mais pour renforcer la souveraineté, il faut des nouveaux modèles et accepter plusieurs défis. Le défi commercial. L'agriculture française doit être leader du bio, doit être leader des nouveaux régimes alimentaires. Il ne s'agit pas qu'on devienne tous véganes, je ne suis pas végane, mais force est de constater que la consommation de viande elle chute de manière drastique, compensée par d'autres produits qu'on produit peu. Alors, il n'y a pas que les startups, il faut aller sur ce marché parce que le consommateur le souhaite et pas oublier qu'à part les 30 années qui ont succédé à la Seconde Guerre mondiale, on consommait peu de viande. Donc accepter que le marché change. Et on va parler tout à l'heure dans une autre table ronde, accepter d'intégrer la technologie et le domaine de la donnée à l'agriculture. L'agriculture de demain, elle sera technologique.
on aura l'intelligence artificielle. On pourra, grâce à la donnée, tracer d'où viennent les productions, permettre aux agriculteurs de mieux gérer leurs ressources, d'être plus respectueux de leur environnement. Mais pour ça, il faut des investissements massifs. Et je conclurai là-dessus. Il faut des investissements massifs parce que la transition technologique, numérique, commerciale de l'agriculture va nécessiter des capitaux. Et oui, on est dans le système européen, donc on ne décide pas seul, il faut le faire avec l'Europe. Mais on a beaucoup investi dans le crédit d'impôt recherche en France pour financer la recherche, et c'est très bien. Je trouve dommage qu'on soit plus ambitieux pour produire des smartphones ou des microprocesseurs que pour produire de la nourriture. Il faut que la France reconstruise une ambition agricole, et c'est pour ça qu'un Deloitte est présent. Si vous allez dans les syndicats locaux de la FNSEA, ils vous diront quelque chose qui est contre-intuitif, mais des acteurs comme McDonald's, comme Lidl, sont clés dans la transformation écologique parce qu'ils construisent des contrats à 15 ans avec les agriculteurs, ils le financent, ils les accompagnent, et qu'il y a ce besoin de puissance économique et puissance financière. Mais il y a aussi besoin que l'État crée un système de financement via crédit d'impôt remboursable, parce que les agriculteurs ont rarement beaucoup de profits, donc ils payent peu d'impôts, mais qui puisse être transformé en subvention, quitte à ce qu'elle soit remboursable pour être compatible avec le droit européen. Mais il faut vraiment que dans la politique économique plus qu'industrielle française, remettre l'agriculture à sa juste place qui doit être tout en haut et allouer du capital de manière massive à cette transformation technologique et commerciale de l'agriculture pour qu'elle soit plus responsable. Nous, c'est ce qu'on fait modestement avec nos clients, mais ce n'est pas nous et nos clients qui allons tout faire. Donc il faut que l'écosystème se mobilise. Et je conclurai sur ce point, c'est clé parce que l'intelligence artificielle ne va pas faire le travail à notre place si on ne se nourrit pas et qu'on ne prend pas plaisir à le faire. Donc il faut vraiment que l'agriculture soit le pionnier de cette transformation économique qu'on vit. On a les moyens en France, il faut juste qu'on mette les capitaux et la volonté politique. Merci Jean-Marc Romancelato. Vous avez dressé un constat et puis donné quelques pistes. Il y a des sujets qu'on va évoquer effectivement dans les prochaines tables rondes, notamment sur le financement, entre autres, et sur est-ce que le bonheur reste dans le pré, comment est-ce qu'on peut effectivement redonner envie aux jeunes agriculteurs de nous rejoindre. En tout cas, merci. Et je laisse la parole à Marine Godelier pour un sujet sur quelle rentabilité pour une agriculture sans pesticides. Merci. Merci.